Le voiturier de l'hôtel de Valmont connaissait la voiture de mon mari depuis 3 ans, bien avant d'apprendre mon prénom. J'étais assise de l'autre côté de la rue, dans ma propre berline, le moteur éteint, et je regardais Laurent poser la paume de sa main sur le bas du dos d'une femme. Un geste si rodé, si familier, que j'ai tout de suite compris une chose, ce n'était pas la première fois que sa main trouvait cet endroit. Mon téléphone était encore chaud contre mon oreille, après qu'il m'ait dit, de sa propre voix, qu'il était en réunion. Je n'ai pas klaxonné. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement regardé mon mari, l'homme avec qui j'étais mariée depuis 28 ans, disparaître à travers une porte vitrée, accompagné d'une femme qui n'était pas moi. Et j'ai souri. Car, pour la première fois depuis 3 mois, j'avais enfin une preuve. J'avais appelé pour une raison toute banale. Je voulais savoir s'il serait rentré à temps pour dîner avec Émilie, notre fille, qui multipliait les allusions à ses fiançailles depuis des semaines. Laurent a décroché à la 2e sonnerie, et, avant même que j'aie pu terminer ma phrase, sa voix trahissait déjà une pointe d'agacement. « Pourquoi tu m'appelles ? Tu sais bien que je suis en réunion. » Je l'ai regardé prononcer ces mots, pendant que son autre main guidait cette femme vers l'entrée de l'hôtel. Elle était plus jeune, vêtue de ce genre de tailleur sur mesure qui crie au voyage d'affaires, bien que la façon dont Laurent se penchait vers elle n'avait absolument rien de professionnel. J'ai reconnu l'économie particulière de ses mouvements, cette même assurance, tranquille et posée, dont il avait usé avec moi, il y a 30 ans, lorsqu'il essayait encore de me convaincre qu'il en valait la peine. « D'accord, ai-je répondu. Désolé de te déranger. » Il a raccroché sans me dire au revoir. Je les ai regardés s'évanouir tous les deux derrière les vitres teintées. Je suis restée là, assise pendant un long moment, laissant le silence se déposer dans ma poitrine, lourd comme un sédiment. J'aimerais pouvoir dire que je me suis sentie brisée. Mais ce n'était pas le cas. J'ai ressenti quelque chose de plus froid, et de bien plus utile, cette clarté si particulière, qui surgit lorsque les soupçons se transforment enfin en certitude. J'avais des doutes depuis 3 mois. Pris individuellement, les signes étaient suffisamment infimes pour trouver une explication, mais, mis bout à bout, ils prenaient une forme que je refusais de regarder en face. Laurent qui prenait une douche à l'instant même où il passait la porte, même les jours où il jurait avoir passé toute l'après-midi au bureau. Son téléphone, toujours posé face contre table, une habitude qu'il n'avait jamais eue en 26 ans de mariage. Ses allers-retours soudains à Rouen ou à Orléans, qui ne produisaient aucun reçu, aucune anecdote, rien d'autre qu'un haussement d'épaules fatigué quand je lui demandais comment cela s'était passé. Une nouvelle eau de Cologne, une fragrance plus vive et plus jeune que celle que je lui achetais à chaque Noël, depuis qu'Émilie était à l'école primaire. Et, en toile de fond de tout cela, un nouveau refrain, qu'il me servait à chaque fois que je posais une simple question. « Tu es trop sensible, Valérie. » J'ai repensé à la femme que j'étais autrefois. Cette femme qui gérait un portefeuille de comptes institutionnels, avant de quitter la vie active pour faire tourner notre foyer, élever notre fille, et maintenir l'architecture de cette famille, pendant que Laurent bâtissait sa carrière sur ses fondations. Je n'avais pas survécu à 28 ans de mariage en étant sensible. J'y avais survécu en étant attentive. Alors, à cet instant précis, j'ai été attentive. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de prise de notes, et j'ai tapé l'heure, le nom de l'hôtel, ainsi que la plaque d'immatriculation de la voiture dont cette femme venait de descendre. Mes mains ne tremblaient pas. C'est ce qui m'a le plus surprise, cet après-midi-là. Je suis rentrée à la maison en empruntant mon trajet habituel. Je me suis arrêtée au marché pour acheter le saumon qu'Émilie aimait tant, et j'ai grillé le feu orange sur la départementale 9, parce que je pensais à la disposition des couverts, au lieu de prêter attention à la route. J'ai préparé le dîner. J'ai mis la table pour 3, puis, j'ai discrètement retiré l'assiette supplémentaire, quand Émilie m'a envoyé un message pour m'avertir qu'elle passerait la nuit chez les parents de son fiancé. J'ai mangé seule, accoudée à l'îlot central de la cuisine, en écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. Je passais et repassais en boucle l'image de la main de Laurent sur le dos de cette femme, non pas parce que j'avais besoin d'être convaincue, mais parce que je voulais m'assurer de m'en souvenir, exactement comme cela s'était passé. Laurent est rentré quelques minutes avant 21 h.
Il a jeté ses clés dans la coupelle près de la porte, avec cette négligence si particulière aux hommes qui se croient au-dessus de tout soupçon. Il m'a raconté que la réunion s'était éternisée, qu'il s'agissait d'un client venu de Lyon, et que le dîner avait duré plus longtemps que prévu. Je l'ai écouté construire son mensonge en temps réel, observant avec quelle facilité les mots lui venaient, et le peu d'efforts qu'il fournissait pour les rendre crédibles. C'est à ce moment-là, je crois, que j'ai compris une chose essentielle au sujet de mon mari: il avait cessé de faire attention à moi depuis bien longtemps, tout simplement parce qu'il avait décidé que je n'étais plus quelqu'un dont il devait se méfier. C'était productif, ai-je demandé, donnant à cette question un double sens. Très, a-t-il répondu. Il se dirigeait déjà vers les escaliers, l'esprit déjà occupé par autre chose. Ou plutôt, par quelqu'un d'autre. Tant mieux, ai-je dit, avant de retourner remplir le lave-vaisselle. Cette nuit-là, allongé à côté de lui dans le noir, j'ai écouté sa respiration s'apaiser jusqu'à ce qu'il s'endorme. J'ai alors senti quelque chose s'installer en moi, un sentiment que je ne pourrais décrire que comme un calme stratégique. Laurent croyait que j'étais toujours l'épouse ignorante, la femme à qui il pouvait confier les comptes du foyer, celle qui prendrait ce trait au pied de la lettre, et retournerait s'occuper de la vaisselle. Il croyait que ces mensonges fonctionnaient encore. Et, tant qu'il croirait cela, j'avais compris que je possédais une chose qui lui manquait, l'avantage d'être sous-estimé. Sous-estimé par la seule personne qui, mieux que quiconque, aurait dû savoir que je n'oubliais jamais rien. J'ai fermé les yeux, et j'ai commencé à élaborer mon plan. Les jours qui ont suivi l'épisode de l'hôtel m'ont paru étranges, tant ils étaient ordinaires. J'ai préparé le café à 6 heures du matin, comme d'habitude. J'ai repassé les chemises de Laurent, comme d'habitude. Je l'ai interrogé sur son emploi du temps de la semaine, et il m'a répondu sans la moindre hésitation, les mensonges coulant aussi naturellement que la vérité autrefois. Ce qui avait changé, ce n'était pas le comportement de Laurent. Ce qui avait changé, c'était la minutie avec laquelle je l'observais. J'ai commencé à repasser en boucle ces derniers mois, non plus comme des incidents isolés, mais comme un schéma global, que j'avais jusqu'alors refusé d'assembler. Laurent n'était pas devenu un autre homme du jour au lendemain. Il avait changé de cap de manière imperceptible, par de minuscules ajustements, suffisamment petits pour être justifiés un par un. Rentrer à la maison 30 minutes plus tard que d'habitude. Sortir pour prendre des appels, alors qu'il les prenait autrefois à la table de la cuisine. De nouvelles chemises, apparues dans sa penderie, que je n'avais ni achetées, ni vu acheter. Plus de séances à la salle de sport, bien que son corps n'ait pas changé, comme c'est le cas pour un homme qui s'entraîne vraiment. C'était de la vanité, déguisée en discipline. Moins de moments où il cherchait ma main au-dessus de la console centrale de la voiture. Moins de matins où sa paume se posait sur mon dos, pendant que je préparais le petit déjeuner. Et, par-dessus tout, il y avait toujours une explication parfaitement raisonnable, prête à m'être servie, dès que je remarquais le moindre détail. J'ai repensé à ce que nous étions, au tout début. À ce Laurent de 27 ans, terrifié, qui tentait de lancer une petite entreprise de distribution, pendant que les créanciers harcelaient notre domicile. Cette première année-là, j'avais utilisé presque toutes mes économies personnelles pour le maintenir à flot, sans jamais lui demander de me rembourser, autrement que par notre partenariat. J'ai pensé à ces 18 mois où j'avais mis ma propre carrière entre parenthèses. Je l'avais fait pour m'occuper de sa mère mourante, dormant dans un fauteuil inclinable près de son lit d'hôpital, pour que Laurent puisse continuer à travailler. Pour qu'il puisse continuer à construire cette version de lui-même, celle qui a fini par devenir un directeur régional, avec son nom peint sur une place de parking. J'avais équilibré les comptes. J'avais élevé notre fille. J'avais maintenu l'architecture de cette famille à bout de bras, pendant que Laurent grimpait, en s'appuyant sur les fondations que j'avais moi-même bâties. Ce qui me blessait, ce n'était pas seulement l'existence de Nathalie, même si je ne connaissais pas encore son prénom ce matin-là. Ce qui me blessait, c'était de réaliser que, pendant des années, Laurent m'avait discrètement relégué au rang de meuble dans sa vie. Il était convaincu que j'étais devenue trop casanière, trop prévisible, trop occupée par les fauteuils d'hôpital et les chéquiers, pour prendre le temps de le regarder à nouveau. Le lendemain matin, il a mentionné un rendez-vous client, prévu pour le jeudi après-midi.
Je n'ai posé aucune question. J'espère que ça se passera bien, ai-je glissé. Et pour moi, c'était une plaisanterie intime, dont j'étais la seule à saisir le sens. Après son départ pour le bureau, je me suis assise avec mon ordinateur portable, et j'ai ouvert les comptes joints, que je n'avais pas examinés de près depuis des mois. Laurent s'était toujours occupé de la majeure partie de nos finances. Non pas que j'en fusse incapable, mais, quelque part en cours de route, c'était devenu son territoire. Et je l'avais laissé devenir son territoire, de la même manière que l'on accepte, dans un mariage, que certaines portes se ferment doucement. Ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle, d'une manière bien plus violente que la scène de l'hôtel. 2 prélèvements distincts au Valmont, à quelques semaines d'intervalle. Un restaurant en centre-ville, où il ne m'avait jamais emmené en 28 ans. Un achat de bijoux pour 1850 €, daté d'un mardi dont je me souvenais parfaitement, car il m'avait dit être coincé dans des réunions interminables toute la journée. Des frais de voiturier, lors d'après-midi où il avait juré n'avoir jamais quitté le bureau. Je n'ai rien imprimé. J'ai photographié chaque relevé avec mon téléphone, et j'ai sauvegardé les images dans un dossier, que j'ai renommé avec le surnom d'enfance d'Émilie pour ne pas attirer l'attention. Ensuite, j'ai transféré les copies vers une nouvelle adresse email, dont Laurent ignorait totalement l'existence. Mes mains étaient stables. Je me souviens avoir été presque perturbée par le calme de mes propres mains. Ensuite, j'ai appelé Martin Rousseau. Je connaissais Martin professionnellement depuis plus d'une décennie, à l'époque où je travaillais encore dans la finance, et nos chemins s'étaient croisés sur quelques dossiers. Il ne m'a pas demandé si je voulais sauver mon mariage. Sa première question a été plus simple, plus froide, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Savez-vous s'il a déplacé de l'argent ? Cette simple phrase a tout réorganisé dans mon esprit. Il ne s'agissait peut-être pas seulement d'une liaison. Il s'agissait peut-être de quelque chose dont les contours, et les conséquences, m'échappaient encore. Martin a été très direct sur la marche à suivre. Ne le confrontez pas. Ne faites aucun retrait soudain. Ne changez pas les serrures. Ne le menacez pas. Ne dévoilez pas votre jeu d'une manière qui lui donnerait le temps de préparer sa défense. Documentez tout. Chaque relevé, chaque dépense, chaque anomalie. Déterminez ce qui est à son nom seul, et ce qui est réellement commun. Construisez un dossier solide avant même de prononcer un seul mot. J'ai tout noté, comme une femme qui prendrait sous la dictée les directives de son propre avenir. Ce soir-là, après que Laurent soit monté prendre sa douche, j'ai ouvert le petit coffre-fort ignifugé que nous gardions dans le placard du bureau. Celui qui contenait nos testaments, nos actes de propriété, tous ces papiers qui dessinaient les contours de notre vie commune. Un dossier contenant des documents d'investissement, dont je me souvenais très clairement des relevés que j'avais examinés avec Laurent à peine 8 mois plus tôt avaient disparu. Il n'était pas mal rangé. Il avait disparu. Je suis restée assise sur le sol de ce placard pendant un long moment, le coffre ouvert à côté de moi. C'est là que j'ai compris, pour la première fois, que ce que Laurent construisait avec Nathalie, n'était peut-être que la partie visible de ce qu'il construisait sans moi. J'ai arrêté d'observer Laurent au quotidien. Ce genre de vigilance vous épuise rapidement, et ne vous apprend rien. À la place, j'ai commencé à observer son rythme. Je cherchais la structure d'un schéma global, plutôt que le bruit de fond d'un simple après-midi. Il ne m'a pas fallu longtemps pour le trouver. Les mardis et jeudis, quelque part entre 12h30 et 14h. Toujours précédé des mots « point régional ». Une expression qui était devenue si usée à force d'être employée, que j'étais surprise qu'elle ne tombe pas en poussière dans sa bouche. Les débits sur la carte de crédit, lorsqu'ils apparaissaient, arrivaient 1 ou 2 jours plus tard, comme un écho. J'ai fait des recherches sur Nathalie Leroux, de la même manière que j'étudiais autrefois les entreprises avant de les recommander à mes clients, méthodiquement, sans émotion, en recoupant le peu d'informations que je trouvais. Elle était directrice du développement commercial dans un cabinet partenaire, qui négociait actuellement une fusion avec l'entreprise de Laurent. Cela expliquait la fréquence de leurs rencontres. 2 personnes qui se voient pour le travail n'éveillent aucun soupçon, surtout quand leurs noms figurent déjà sur les mêmes dossiers. Mais, c'est une toute autre découverte qui a véritablement fait vaciller le sol sous mes pieds.
Laurent avait récemment modifié le bénéficiaire d'une police d'assurance vie complémentaire. Un contrat dont j'ignorais l'existence, jusqu'à ce que je trouve les documents, enfouis dans un tiroir qu'il pensait que je n'ouvrais jamais. Le nouveau bénéficiaire n'était pas Nathalie. C'était une entité appelée la Société Civile Montclair. Je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. Martin a épluché les registres publics et a confirmé ce que je redoutais. Cette société civile avait été créée 6 semaines plus tôt. Laurent y figurait en tant que gérant, aux côtés d'un avocat que je ne connaissais pas, et qui n'était pas le conseiller habituel de notre famille. Cela en disait long sur la volonté délibérée de Laurent de garder tout cela séparé de notre vie normale. À peu près à la même époque, Laurent a commencé à me parler de documents qu'il voulait me faire signer, pour « simplifier nos impôts » avant le mariage d'Émilie. Rien d'urgent, juste un peu de ménage administratif. Je lui ai dit que je ne comprenais pas tout à fait les termes juridiques. Il a balayé ma remarque d'un revers de main, avec l'aisance d'un homme qui n'avait jamais eu à se justifier en détail face à moi. C'est la procédure habituelle, m'a-t-il dit. Tu m'as toujours fait confiance pour ces choses-là. Cette phrase m'en a appris davantage que n'importe quel relevé bancaire. Tout son plan reposait sur une seule chose, l'espoir que, par la force de 28 années d'habitude, je continuerais à signer tout ce qu'il me mettrait sous les yeux, sans jamais demander pourquoi. J'ai photographié les documents cette nuit-là, pendant qu'il dormait, et je n'ai pas signé la moindre page. Martin les a examinés en 2 jours, et a confirmé ses soupçons. Ces documents auraient transféré le contrôle partiel de nos comptes d'investissement conjoints vers cette fameuse société, que Laurent contrôlait de manière absolue. Si j'avais signé, une part importante de ce que nous avions bâti ensemble aurait pu m'être soustraite, avant même qu'un éventuel divorce ne soit officialisé. J'ai alors ressenti une chose que je ne m'étais pas encore autorisée à ressentir. De la colère. Une colère propre et ciblée. Non pas à cause de Nathalie, mais parce que Laurent tentait d'utiliser la confiance même que nous avions bâtie sur des décennies, comme l'instrument de ma propre destruction. J'ai continué à jouer mon rôle. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je lui préparais son café comme il l'aimait, fort, avec un nuage de crème un peu trop généreux, exactement comme il le buvait depuis avant la naissance d'Émilie. Je l'écoutais me mentir, avec la patience de quelqu'un qui prend des notes pour un rapport que je serais la seule à lire un jour. Un soir, sans que je ne lui demande rien, Laurent m'a lancé. Tu sais, après le mariage d'Émilie, on devrait peut-être songer à simplifier notre vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ai-je demandé. Il a suggéré de vendre la maison, pour trouver quelque chose de plus petit, et de plus facile à entretenir. Il s'occuperait des finances à l'avenir, a-t-il précisé, pour que je n'ai plus à m'inquiéter de rien. Tu as peut-être raison, lui ai-je répondu. Et j'ai vu le soulagement se dessiner sur son visage, doux comme un rayon de soleil. Une semaine plus tard, j'ai découvert, presque par hasard, qu'il avait déjà planifié une visite avec une agente immobilière. Une femme recommandée, sans surprise, par le cabinet de Nathalie. Et ce, sans m'en toucher le moindre mot. Il faisait estimer notre maison, avant même que je ne sache que notre mariage avait une date de fin. Assise dans la cuisine ce soir-là, j'ai compris que la situation dépassait de loin la simple question de la fidélité. Il ne s'agissait plus seulement d'une femme dans une chambre d'hôtel. Il s'agissait d'un homme qui démantelait silencieusement la vie que nous avions construite, pièce par pièce, compte par compte, alors que je lui préparais encore son café tous les matins, en posant des questions polies sur sa journée. J'avais besoin de bien plus que la preuve d'une liaison. Désormais, je devais m'assurer que, le jour où Laurent réaliserait que je savais tout, il ne lui resterait plus rien à me prendre. Martin m'a exposé le plan avec la précision d'un chirurgien préparant ses instruments. Pas de précipitation, pas de gestes inutiles. Nous allions sécuriser chaque dossier financier, avant même que Laurent n'ait une raison de se méfier de quoi que ce soit. Nous allions obtenir une évaluation indépendante de la maison. Nous allions inventorier chaque compte épargne, chaque ligne de crédit, et chaque actif portant nos 2 noms. Documenter toutes les dépenses liées à Nathalie, avec des dates et des montants irréfutables. Déposer une requête légale pour geler tout transfert majeur de nos biens communs, avant que Laurent ne puisse les déplacer.
préparer les papiers du divorce, mais les garder sous le coude jusqu'au bon moment, tout en cherchant discrètement s'il existait des dettes ou des comptes que j'ignorais encore. C'est au cours de cette phase que j'ai découvert l'existence de l'appartement. Laurent avait loué un logement haut de gamme en centre-ville, au nom de son entreprise. Le genre de montage qui, sur le papier, ressemblait à un logement de fonction pour des cadres de passage. Dans la pratique, c'était devenu tout autre chose. Un appartement meublé, décoré, et habité. Une seconde maison, construite pour une seconde vie. Je n'y suis jamais entrée. Martin avait été catégorique sur ce point. Pas d'intrusion, rien qui puisse être interprété comme du harcèlement ou une violation de domicile. Rien qui ne puisse affaiblir notre position par la suite. Nous avons préféré reconstituer le tableau à travers les registres et les relevés de l'entreprise. Ce sillage de documents que Laurent avait eu la négligence de laisser derrière lui, persuadé que personne ne regardait. Ce qui est ressorti de ces dossiers était presque pire que l'appartement lui-même. Nathalie croyait fermement que Laurent allait me quitter. Elle pensait que notre mariage était terminé depuis des années, et que j'étais celle qui refusait de l'accepter. En cours de route, Laurent lui avait raconté une version de notre vie qui effaçait 28 années de partenariat, me dépeignant comme une femme s'accrochant désespérément à un cadavre. Ce détail a compliqué les choses d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Cela faisait de Nathalie un peu moins un bourreau, et un peu plus une femme qui avait, elle aussi, été manipulée. Une femme à qui l'on avait servi une histoire, montée de toutes pièces pour le confort d'un autre. Elle portait tout de même une part de responsabilité. Elle avait choisi d'être avec un homme marié, et aucune manipulation n'effaçait totalement ce choix. Mais ce n'était pas elle l'architecte de tout cela. C'était Laurent. Au beau milieu de toute cette histoire, Émilie m'a appelée, essoufflée et folle de joie. Elle voulait organiser un dîner de famille pour annoncer la date de ses fiançailles. Laurent s'est illuminé à cette idée. C'était une nouvelle occasion de jouer le rôle du mari et du père dévoué devant un public. Une nouvelle performance qu'il était convaincu de pouvoir maîtriser à la perfection. À cet instant précis, j'ai décidé de ne pas laisser mon propre règlement de compte briser la joie de ma fille. Je voulais qu'Émilie connaisse la vérité un jour, mais je refusais que son dîner de fiançailles devienne le théâtre où le mariage de ses parents partirait en fumée sous ses yeux. Ce choix m'a coûté. La retenue a toujours un prix. Mais cela a aussi clarifié la personne que je voulais être, une fois cette tempête passée. Pas une femme qui laisserait sa douleur exploser dans chaque pièce où elle entrerait, mais plutôt une femme qui choisirait ses moments, avec la même précision que celle que Laurent avait utilisée pour construire ses mensonges. Martin m'a annoncé que les papiers étaient prêts. Je pouvais lancer la procédure dès que je le jugerais opportun. Mais, avant de déposer quoi que ce soit, je voulais qu'une chose bien précise se produise. D'abord, je voulais que Laurent comprenne, pleinement et entièrement, que son plan avait déjà échoué, avant même qu'il n'ait eu la chance de déformer la vérité pour se protéger. Je ne voulais pas d'une scène dans notre cuisine. Je ne voulais pas de larmes à 2 heures du matin, qu'il pourrait plus tard qualifier de crise d'hystérie. Je voulais que la vérité éclate au seul endroit où Laurent s'était toujours senti intouchable, lors d'un événement d'entreprise, entouré de ses collègues et clients qui le considéraient comme un homme posé, compétent, et au-dessus de tout soupçon. Je savais que l'entreprise organisait bientôt un dîner de gala, pour célébrer la conclusion de la fusion que le cabinet de Nathalie négociait. Nathalie y serait. Laurent m'en avait parlé en passant, me disant que je n'avais pas besoin de venir. Juste une soirée ennuyeuse avec des clients, m'avait-il dit, rien qui puisse m'amuser. Bien sûr, ai-je répondu. Je comprends. Ce soir-là, après qu'il a quitté la pièce, j'ai appelé Martin. Lancez la procédure vendredi matin, lui ai-je dit. Le dîner d'entreprise était prévu pour vendredi soir. Laurent entrerait dans cette salle, persuadé qu'il contrôlait encore toutes les variables de sa vie, son mariage, sa maîtresse, son argent, et son image. Et il en ressortirait, après en avoir perdu le contrôle absolu sur les 4. Le vendredi soir, Laurent a enfilé le costume bleu marine que je lui avais acheté pour sa dernière promotion. Celui qui sentait encore légèrement les cintres en cèdre de notre penderie. Il a vérifié son reflet dans le miroir de l'entrée, un instant plus long qu'à l'accoutumée.
Ne m'attends pas, m'a-t-il lancé. Je ne t'attendrai pas, ai-je répondu. Et je le pensais, d'une manière qu'il lui était encore impossible de comprendre. Une fois la porte fermée derrière lui, je suis montée à l'étage et j'ai enfilé une simple robe bleu marine. Rien d'extravagant, rien qui n'attire le regard. Je ne m'habillais pas pour un affrontement. Je m'habillais pour un conseil d'administration. Martin s'était déjà occupé de mon invitation, en s'appuyant sur un détail que Laurent avait manifestement oublié, ou choisi d'ignorer. Je possédais toujours une petite participation au capital de son entreprise, héritage de mon investissement initial, à l'époque où il n'était que 2 employés autour d'une table pliante. Sur le papier, j'avais toujours légitimement ma place dans cette salle. Je suis arrivée après le début de la réception. Je suis restée en retrait près de l'entrée, juste le temps d'observer la scène. Laurent se tenait près du bar, tourné vers Nathalie, avec cette posture si particulière qu'adoptent les gens lorsqu'ils ont cessé de se soucier des distances de courtoisie. Elle a levé la main pour réajuster sa cravate, un petit geste tellement habituel. Il n'a pas reculé. Je me suis avancée. Une collègue de Laurent, une femme que j'avais croisée lors de pique-niques d'entreprise il y a des années, m'a aperçue la première. « Valérie. Laurent m'avait dit que vous ne pouviez pas venir. » Changement de programme, ai-je glissé. Laurent s'est retourné. Pendant très exactement 2 secondes, son visage a perdu la moindre once de son flegme habituel. Puis, son masque a repris sa place, aussi lisse que d'ordinaire, et il m'a présenté Nathalie comme une partenaire commerciale sur le projet de fusion. Je lui ai serré la main. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Le regard de Nathalie a fusé vers Laurent, cherchant à jauger ce que je savais réellement. Je ne lui ai laissé aucun indice. Je ne les ai exposés ni l'un ni l'autre devant une salle remplie de monde. Au lieu de cela, je me suis assise à leur table, et, tout au long du dîner, j'ai posé une série de petites questions, banales en apparence. Depuis combien de temps travaillaient-ils ensemble? Où se retrouvaient-ils généralement pour discuter des détails de la fusion? Quand, très exactement, le projet avait-il débuté? Laurent travaillait-il souvent les mardis et jeudis après-midi? Chacune de ces questions ressemblait à une banale conversation mondaine. Mais, mises bout à bout, elles formaient un filet qui se refermait lentement, et tous les deux l'ont compris en temps réel. J'ai vu quelque chose se crisper dans le regard de Laurent à chaque réponse que donnait Nathalie. Une fois les plats de résistance débarrassés, j'ai posé une enveloppe sur la table, juste devant Laurent. Pas de photos, pas de confrontation purement gratuite. À l'intérieur, il y avait une copie de la requête en divorce, déposée le matin même, accompagnée de la notification gelant tout transfert majeur de nos biens communs. Laurent l'a ouverte. Il a lu la première ligne, et s'est figé. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « La réunion à laquelle tu aurais dû te préparer, lui ai-je répondu. Il m'a demandé de lui parler en privé. J'ai accepté. Mais, avant de me lever, je me suis tournée vers Nathalie. Vous devriez venir, vous aussi. Il nous ment à toutes les deux. Pour la première fois de la soirée, j'ai vu Laurent comprendre clairement la situation. Je n'étais pas venue pour me battre pour lui. J'étais venue pour briser l'illusion qu'il contrôlait encore quoi que ce soit. Nous nous sommes isolés dans une petite salle de réunion privée, attenante à la salle à manger principale. Le genre de pièce utilisée pour des appels clients, avec une longue table et une vue plongeante sur le parking. Laurent est passé à l'offensive avant même que la porte ne soit fermée. « Tu te rends ridicule », a-t-il lâché. « Non », ai-je répondu. « Je te documente. » Il a tenté de faire passer cela pour un malentendu. Une histoire liée au stress du travail, aux frontières qui se brouillent, bref, rien qui ne signifiait ce que j'imaginais. J'ai alors étalé les preuves, pièce par pièce. Les relevés d'hôtel, la facture du bijou, le bail de l'appartement au nom de l'entreprise, les documents de la société civile, l'estimation immobilière qu'il avait organisée dans mon dos, et les documents fiscaux qu'il avait essayé de me faire signer sans que je les lise attentivement. L'expression de Nathalie changeait à mesure que chaque nouvel élément percutait la table.
Tu m'avais dit que la maison était déjà en vente, a-t-elle murmuré. Laurent n'a pas répondu. Tu m'avais dit qu'elle savait que tu partais, a insisté Nathalie. Je l'ai regardé. Il m'a dit que nous simplifions nos impôts. Le silence qui a suivi était lourd. Le genre de silence qui remplit une pièce, lorsqu'un mensonge n'a finalement plus aucun endroit où se cacher. Laurent a essayé de minimiser la situation. J'ai fait des erreurs, a-t-il dit. Une erreur, ai-je rétorqué, ne nécessite pas la création d'une société écran, un deuxième appartement, et 6 semaines de démarches administratives. Il s'est alors raccroché à l'argument selon lequel notre mariage battait déjà de l'aile. Comme si le malheur excusait une telle machination. Je n'ai pas nié que nous nous étions éloignés. C'était vrai, et je n'avais aucune envie de prétendre le contraire. Mais l'éloignement est une chose que 2 personnes partagent. Ce que Laurent avait bâti la liaison, le montage financier, les mensonges racontés à 2 femmes différentes, dans 2 directions différentes, cela n'appartenait qu'à lui. Nathalie a détaché le bracelet que Laurent lui avait offert, et l'a posé sur la table entre nous. Sa main tremblait légèrement. Je ne savais pas qu'elle n'en avait aucune idée, a-t-elle déclaré. Et, pendant un bref instant, j'ai presque cru qu'elle était sincère. Laurent s'est tourné vers Nathalie, et je l'ai regardé essayer, en temps réel, de sauver ce qui pouvait encore l'être. Une main tendue vers son bras, un murmure qui ne s'adressait qu'à elle. Elle a reculé avant même qu'il ne puisse la toucher. C'est à ce moment-là que j'ai compris la dernière chose qu'il me restait à savoir. Même avec son mariage qui s'effondrait sous ses yeux, même avec les papiers du divorce déjà déposés, le premier instinct de Laurent n'était pas la remise en question. C'était de limiter la casse. Sauver ce qui pouvait encore être sauvé. Gérer la perte, au lieu de l'assumer. Tu pensais que tu étais en train de choisir entre 2 femmes, lui ai-je dit. Ce n'était pas le cas. Il m'a regardé, avec une expression presque suppliante sur le visage. Nathalie a répondu avant que je n'aie à le faire. Nous choisissons toutes les 2 une vie sans toi, a-t-elle tranché. Elle a pris son sac, et a quitté la pièce sans un regard en arrière, ni pour l'un, ni pour l'autre. Une fois la porte refermée, Laurent s'est retourné contre moi. Sa voix a baissé d'un ton, plus calme désormais, dépouillé de la comédie qu'il avait jouée toute la soirée. Tu avais prévu tout ça? Non, ai-je dit. C'est toi qui as tout prévu. Moi, j'ai simplement arrêté de te protéger des conséquences. Il m'a parlé d'Émilie. C'était la première fois de la soirée qu'il prononçait son prénom avec quelque chose qui ressemblait à de la vraie peur. Je lui ai répondu que nous le lui annoncerions ensemble, mais que je ne mentirais pas pour atténuer l'image qu'elle aurait de lui. Il n'aurait pas le droit de scénariser ce moment, comme il l'avait fait pour tout le reste. Il a tenté une dernière approche, la voix tremblante d'incompréhension. Tu mets fin à 28 ans de mariage pour une seule liaison. J'y mets fin, ai-je répondu, pour la vie que tu as construite dans mon dos. Je me suis levée, j'ai lissé ma robe, et je l'ai laissée seule dans cette petite pièce, avec l'enveloppe, le bracelet, et ce qu'il restait de l'homme qu'il pensait être 1 heure plus tôt. Je ne me suis pas sentie triomphante en sortant. J'ai ressenti quelque chose de plus paisible, ce calme si particulier qui s'installe lorsqu'un mensonge, qui a couru pendant des années, arrive enfin au bout de son chemin. Laurent est rentré à la maison 2 soirs plus tard. Mais, à ce moment-là, j'avais déjà déplacé tout ce qui comptait dans la chambre d'amis, suivant les conseils de Martin à la lettre. Aucune serrure n'avait été changée. Rien qui ne puisse être perçu comme une agression sur le papier. Juste une ligne claire et bien documentée, tracée en plein milieu d'une maison qui n'abritait plus une seule et même histoire. Émilie est passée nous voir ce week-end-là. Laurent a voulu prendre les devants, avec la version qu'il avait déjà répétée, que nous nous étions simplement éloignés l'un de l'autre, et que ce sont des choses qui arrivent, après un si long mariage. Je l'ai laissé arriver à la moitié de sa phrase, avant de le corriger. Doucement, mais sans faiblir. Nous avions des problèmes, lui ai-je expliqué. Et ton père a choisi le secret, plutôt que l'honnêteté. Le visage d'Émilie est passé par des émotions que je n'oublierai jamais. Le choc, d'abord.
Puis, un éclair de colère dirigé contre nous deux, pour ne pas l'avoir vu plus tôt, pour lui avoir donné l'impression d'être la dernière informée de quelque chose qui couvait manifestement depuis des mois. Je ne lui ai pas demandé de choisir son camp. Je lui ai dit, très simplement, qu'elle avait le droit d'aimer son père, et que, quoi qu'il se soit passé entre nous deux, cela n'effaçait pas 26 années passées à être le sien. Le divorce a mis plusieurs mois à être prononcé. Par l'intermédiaire de son avocat, Laurent a essayé de conserver la maison, ainsi que la majeure partie de nos comptes d'investissement. Mais, les dossiers racontaient une toute autre histoire que celle qu'il voulait faire entendre au tribunal. Des décennies de contributions, financières et autres, qui ne pouvaient être balayées d'un revers de la main. La société civile a été invalidée, dans la mesure où elle s'appliquait à des biens communs. L'appartement de fonction, les dépenses liées à Nathalie. Tout cela a pesé dans l'accord de séparation. Et ce, d'une manière que Laurent n'avait pas prévue, lorsqu'il avait signé ces documents, 6 semaines avant que je ne les découvre. Nathalie a totalement coupé les ponts avec lui, une fois qu'elle a saisi toute l'ampleur de ce qu'il nous avait fait subir à toutes les deux. Laurent n'a pas tout perdu, pas de façon dramatique ou théâtrale. Mais il a perdu ce qu'il était certain de garder, son mariage, la femme pour laquelle il avait tout risqué, l'image d'un homme qui maîtrise tout, et le moindre droit de regard sur mon avenir financier. J'ai emménagé dans une maison plus petite, non loin de chez Émilie. J'ai repris un travail à temps plein dans le conseil financier, une carrière que j'avais mise de côté des décennies plus tôt, pour une famille qui, je le croyais alors, valait chaque sacrifice. Lentement, je me suis construit une vie qui ne gravitait plus autour de l'emploi du temps de Laurent, de ses humeurs, ou de sa version des faits. Un matin, des mois plus tard, il a appelé. Presque timidement, il m'a demandé si j'avais déjà songé à essayer de recommencer. J'ai pris quelques instants pour réfléchir à sa question, avant de répondre. J'ai passé 28 ans à croire tes mots, ai-je dit. Je vais passer le reste de ma vie à croire ce que tu m'as montré. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix n'a pas vacillé. Je n'ai ressenti ni colère, ni triomphe. Seulement la certitude paisible d'une décision que j'avais déjà prise des semaines auparavant, et que je n'avais tout simplement pas eu besoin de prononcer à voix haute jusqu'à présent. Aujourd'hui, je prépare mon café dans une cuisine qui est entièrement la mienne. Dans une maison qui ne cache aucune double vie que je devrais deviner. Je ne consulte plus mon téléphone comme je le faisais avant. Je ne tends plus l'oreille pour entendre le bruit de sa voiture, en me demandant où il était réellement. Je ne repasse plus les conversations en boucle, à la recherche des failles où la vérité pourrait se cacher. Laurent croyait que la pire chose qui l'attendait, c'était de se faire attraper. Il avait tort. La pire chose qui l'attendait, c'était une femme qui, finalement, a arrêté de l'attendre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous avez écouté cette histoire ce soir, et quelle partie de l'histoire de Valérie vous a le plus marqué. Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-moi d'où vous nous regardez. Nous partageons des histoires comme celle-ci tous les jours. Alors, si celle-ci a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner, pour ne jamais manquer la prochaine.